Le luxe fascine, le luxe irrite. Son concept évolue au gré des époques et désormais des générations cibles. Le luxe est devenu le moteur d'une industrie puissante. Ses méthodes, ses tendances, je les vis de l'intérieur, parce que c'est mon métier. Bienvenue sur le podcast L'Horloge à l'heure du luxe. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à la tendance du luxe tranquille, le quiet luxury. Quiet! Be quiet! Luxury. Merci à Paul de The Mollies pour son intervention vocale pleine de finesse. Le 28 septembre 2024, le magazine Forbes consacrait Metallica comme le plus grand groupe de métal de tous les temps. Mais saviez-vous que les musiciens du groupe avaient posé pour une campagne pour la chicissime marque Brioni? Je contextualise. Brioni, ce sont 7 générations de style romain, des vêtements sur mesure, le fameux bespoke, des chaussures, on dit souliers chez Brioni. Des souliers donc, réalisés à la main depuis 1945. Aujourd'hui, Brioni, c'est encore et toujours l'élégance. Un idéal d'élégance incarné par des polos en cachemire ou vigogne, des t-shirts en soie, des costumes en sergé de flanelle de laine et des lunettes de soleil portées par James Hetfield, le leader de Metallica, le même qui s'est fait tatouer les cendres de Lemmy Kilmister, la légende du rock, imbibée de Jack Daniels. Je vous invite à regarder la vidéo, le making-of de la campagne. Vraiment, bravo à Brioni pour l'audace. Incroyable. Sur les photos de la campagne, James Hetfield sourit de façon démoniaque, à faire froid dans le dos. Mais on est bien obligé de reconnaître que le chanteur et ses acolytes portent avec superbe le smoking blanc, le costard noir, et pour le batteur de Metallica, qui est légèrement dégarni, un bonnet très saillant. Ça te va vraiment bien, Lars. De façon générale, les marques italiennes ont le chic en matière de luxe tranquille. Mais au fait, pourquoi irais-je m'intéresser à cette tendance? Certains disent qu'elle est moribonde, ou même finie, basta così. Pas d'accord. D'abord parce qu'il faut distinguer entre tendance de fond et microtrends. Et puis parce qu'une tendance n'est jamais définitivement à terre. On se souvient de la controverse déclenchée par Virgil Abloh, malheureusement décédé en 2021. Virgil Abloh, c'était le directeur artistique chez Louis Vuitton pour hommes, architecte de formation, visionnaire multidisciplinaire. Il avait suscité la controverse en déclarant que on peut créer un nouveau design en modifiant l'original de 3%. Et pour qu'une tendance renaisse de ses cendres, en faut-il tellement plus? Il faut aller si vite dans la création. La machine est insatiable, les cycles d'envie de plus en plus courts. Alors, je continue de miser sur le luxe pondéré, ou quelle que soit sa réinterprétation d'ici peu. Et je ne suis pas la seule. Il n'y a qu'à voir l'engouement des générations Y et Z pour les marques dévotes de la modestie. Ces mêmes générations, Y and Z, elles représenteront d'ici 2025 à peu près 70% du marché du luxe. Ces jeunes consommateurs sont de plus en plus séduits par des marques comme Loro Piana, ses jupes en laine vierge, ses vestes en fibre culte. Je cite la marque là. Fibre culte, ce n'est pas de moi. Mais au final, je suis conquise par le côté modérément modeste de la formulation. Au classement de Hypebeast, la plateforme de culture et de lifestyle contemporain, la marque Loro Piana a bondi de 26 places en septembre dernier. C'est spectaculaire. Le malettier Goya a lui aussi connu une belle augmentation de ses ventes, en particulier grâce à une présence vraiment soutenue sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses vidéos dont certaines sont même devenues virales. On y voit pas mal de chats et de chiens, très mignons. Enfin, il y a quand même des stories qui sont moins dégoulinantes de bons sentiments. Ma préférée, c'est l'histoire d'une valise à roulettes qui se transforme en machine à laver. C'est sans artifice, et c'est un pur délice.
Le mouvement en faveur du quiet luxury, il dépasse largement le périmètre de la mode. Parce que c'est une réponse sociétale, et donc il se manifeste dans d'autres secteurs du luxe, tels que l'automobile ou l'hôtellerie. L'hôtellerie, justement. Elle se doit d'offrir des expériences qualitatives, mais aussi plus intimistes et personnalisées. C'est à cela aujourd'hui que l'on reconnaît ce qui est exclusif. Démonstration grâce à l'hôtel particulier Montmartre. Avec en préambule, vous n'y échapperez pas, quelques vers de Paul Verlaine. Vous êtes calme. Vous voulez un vœu discret. Des secrets à mi-voix, dans l'ombre et le silence. Le cœur qui se répand plutôt qu'il ne s'élance. Vous accueillez d'un geste exquis telle pensée, qui ne marche qu'en ordre et font le moins de bruit. L'hôtel particulier Montmartre propose des suites ouvrant sur un jardin protégé, classé même, car ce jardin, c'est rien de moins qu'un morceau vivant du patrimoine du maquis de Montmartre, là où Jean Renoir, le fils d'Auguste, allait avec sa mère à la chasse aux escargots. On imagine ce jardin propice au bavardage en sourdine, et même au silence. C'est très distingué, le silence. Au XIXe siècle, savoir se taire était une façon de marquer sa condition. Il s'agissait de montrer ainsi ses bonnes manières face au tintamarre du petit peuple. Et on porte quoi pour profiter au mieux du jardin caché de l'hôtel particulier Montmartre? Peut-être un parfum, choisi parmi les eaux de politesse de Serge Lutens. Sûrement le dénommé gris clair et ses notes de lavande et d'encens. On ne quitte surtout pas son sac en forme de peluche, orné d'un gris-gris régressif comme un doudou d'enfant. Ça, c'est histoire d'activer les sens du plaisir dans le cerveau. C'est la neuroimagerie qui le dit. Et pour le reste, moi, je fondrais de bonheur avec la marque Brunello Cucinelli. Il y a ce côté enveloppant dans chaque pièce. Je m'imagine déjà avec une chemise en tricot près du corps. Et comme tout d'un coup, par chance, il ferait un peu froid, j'enfilerais un cardigan en peau de mouton et cachemire, avec capuche le cardigan, et une coupe ample pour me sentir complètement safe dans ce monde de brut. Je me souviens quand j'habitais aux États-Unis d'une petite marque de créateurs qui cousait des mantras dans les ourlets de ses vêtements. L'idée, c'était d'accompagner ces personnes en leur donnant des bonnes ondes. Brunello Cucinelli, c'est encore mieux que ça. On dirait que l'entrepreneur italien infuse chaque création de sa philosophie altruiste. Il est amateur de Sénèque et de Rousseau, dit-on. Mais la philosophie, selon lui, ne doit pas rester sur le papier. De fait, l'entrepreneur reverse 20% de ses bénéfices à des projets philanthropiques et culturels. Il s'est installé dans un village médiéval, qu'il a fait rénover à ses frais. Il y a créé un théâtre et aussi une école des métiers. À Solomeo, le village en question, les jeunes peuvent suivre une formation pour devenir tailleur, maçon ou encore jardinier. À l'heure du déjeuner, pas de cantine. Les employés de la maison Cucinelli se restaurent dans une salle à manger voûtée pour déguster la pasta et les légumes du potager. C'est bien. C'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on leur a versé plusieurs milliers d'euros lors de l'entrée en bourse de la société. Brunello sait ce qu'il fait, être une bonne personne, sans être déconnecté de la réalité. Sur son site, par exemple, il laisse la possibilité de naviguer sur une version conçue en bonne intelligence avec l'IA. Là, il explique ses choix en faveur du capitalisme humaniste et de la durabilité spirituelle. Et ça tient la route. Son modèle d'entreprise est étudié à Harvard. Si on préfère se passer de la version générée par l'IA, on navigue à son rythme dans les allées du luxe doux, le gentle luxury, taillé dans les plus belles matières. Pour couronner le tout, j'ai en tête l'article d'une journaliste qu'il avait rencontrée, ce qui n'est pas mon cas. Elle écrivait, la Vénarde, qu'il l'avait embrassée comme une vieille copine alors que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Les bisous de Brunello, quelle chance! Mais je tiens ma revanche. Je vous raconte. En 2022,
j'ai le privilège d'être membre du jury du Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Ce Grand Prix, c'est l'équivalent des Oscars pour le cinéma, mais là, c'est pour l'horlogerie. Même solennité, même décorum. En maître de cérémonie, le comédien Edouard Baird fait preuve d'un humour calibré de haute précision. Il y a les nominés. Ce sont les PDG des marques qui ont soumis les montres et les objets horlogers qui vont être récompensés ou pas dans le cadre de cette compétition prestigieuse, la plus prestigieuse de cette industrie. Et puis, il y a le jury, avec le traditionnel aéropage des experts. À sa tête, le président Nicolas Foulkes. Nick Foulkes est un homme d'un autre temps. Pas le temps d'avant, pas celui d'après, c'est l'homme de son propre temps. Il est historien, journaliste, auteur d'une quinzaine de livres sur des thématiques éclectiques comme les cigares, les courses de Bentley des années 20, la bataille de Waterloo d'un point de vue social, le trench coat, la jet-set américaine, entre autres. Nick Foulkes est un personnage superlatif à tout point de vue, mais qui a la courtoisie très british de ne pas être inaccessible. Enfin, dans ce jury, il y a des petits nouveaux, parmi lesquels Diana Widmeyer-Picasso, Adam Clayton, le bassiste de U2, et moi. Pendant une journée, tous ensemble, nous sommes assis à des tables rondes, nous examinons des montres d'exception, on débat âprement de leur qualité, mais aussi de leur contribution au monde actuel de l'horlogerie. Je défends mes opinions, j'espère avec une certaine conviction. Est-ce que je fais preuve d'assurance? Pas si sûr. Je vous explique ce qui se passe à l'intérieur. Les montres que nous prenons en main, des mains gantées, on ne les saisit pas à main nue comme des malotrus. Ces montres sont des créations qui tutoient l'extraordinaire. Et ça se sent, physiquement. Chaque montre me délivre une sorte de décharge électrique, comme un mini coup de foudre ou un énorme coup de foudre pour certaines. C'est fou la magie d'une montre. Quelques jours plus tard, place à la cérémonie de remise des prix. Le théâtre est comble. Je vais bientôt être accompagnée en coulisses pour me préparer à remettre le prix de la montre femme. Respire. Les jurés sont en tenue de gala. Une amie styliste, Sarah Sandmeyer, m'a concocté une tenue décalée qui me ressemble. Exit la robe longue. Je porte un short doré à sequins, des bottines plates Sonia Rykiel, et pour le reste, c'est japonais, je crois. Question bijoux, je n'avais aucunement envie d'une parure qui envoie des flashs à tout va, bling 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 bling. Très peu pour moi. Sarah m'a suggéré une paire de boucles d'oreilles du créateur suisse Fabrice Schaeffer. C'est une composition en diamant et titane forgée à la main, avec un rien de vibe brutaliste. Je me sens comme une guerrière. Je m'accroche au bras de mon cavalier. C'est un horloger breton qui fait 40 cm de plus que moi. Vu de la salle, je pense que c'est très cocasse de nous voir nous diriger vers le public. Je décachette l'enveloppe et nous annonçons le vainqueur. Le prix de la montre femme est attribué à la Tonda automatique de Parmigiani Fleurier. Déboule sur scène le CEO heureux de la marque. Heureux. Et il m'embrasse comme du bon pain. Je vous avais dit que j'aurais ma revanche. Quelques mots sur Parmigiani Fleurier qui vient de gagner. C'est une manufacture indépendante, confidentielle, élitiste même. Et c'est la marque horlogère de luxe tranquille par excellence. Guido Terreni, son PDG, explique que la marque est guidée par la recherche d'un luxe intime. Oui, mais concrètement, je dirais que ce luxe-là, c'est une sorte d'association un peu vertigineuse de prouesse technique, d'une absolue pureté esthétique, tout ça combiné à l'art d'ajouter des détails signifiants. Le luxe est dans chaque détail, disait Hubert de Givenchy, une citation devenue passe-partout, que l'on a déclinée à l'envi. Mais cette citation, elle résonne peut-être encore plus fort
quand le luxe baisse d'un ton. Prenez la collection capsule rapiécée reprisée de Berluti. Admirez sur le mocassin slipper ce point de couture, simple visuellement, mais si technique. Il suppose de plier le cuir à la main pour lui donner une forme ondulée. L'étape suivante consiste à créer des perforations avec un outil spécial pour pouvoir procéder à la couture avec un fil de coton ciré. Chaque point doit suivre la courbe de l'onde du cuir pour assurer la netteté du travail de reprise. Sur la chaussure, cet infime balafre, ce stigmate parcimonieux, est un hommage au temps et au style. Tout cela me fait penser au livre de Marie Rouanet, Luxueuse austérité. Nous sommes venus au monde dans l'ère des paroxysmes, écrit-elle. Il jette d'un voyage à l'autre, d'une fête dans une autre, d'un festin à un festin supposé plus jouissif. Il semblerait, ajoute-t-elle, qu'en dehors des instants qui enflamment, rien ne soit intéressant. Dure peu pourtant, le plaisir du vêtement neuf, l'ami nouveau, la fête annoncée. Pour Marie Rouanet, rien n'est beau comme des draps anciens étendus après la lessive et devenus transparents dans la lumière. Elle observe. Le moindre trou. Un fil qui lâche à ses nœuds qui apparaissent en lignes gris pâle sur le blanc d'ivoire. L'écrivaine dit la beauté des reprises, ses écritures sans mots, qui n'en sont pas moins parlantes, et qui témoignent d'un infini respect. À m'entendre, on pourrait croire que le Quiet Luxury est un long fleuve tranquille. Il n'en est rien. L'expression Quiet Luxury n'est pas récente. Mais elle a fait bien des émules l'an passé, à l'occasion d'un procès improbable. Il opposait un opticien de 76 ans à l'actrice Gwyneth Paltrow à propos d'une collision de ski survenue sur une piste pour débutants quasi plate. Le procès s'est tenu en Utah, lieu de la collision. L'Utah, c'est donc cet état montagneux, enclavé, composé à 66% de Mormons. Et ce procès a tenu en haleine les fashionistas, les chroniqueurs mode du monde entier. Pourquoi ? Pendant une semaine, la durée du procès, l'actrice s'est rendue au tribunal vêtue d'une tenue plus vertueuse d'un jour sur l'autre. Des apparitions ton sur ton, mais pas profil bas pour autant. Certains esprits chagrins ont fait le calcul du vestiaire judiciaire de Gwyneth Paltrow. La sobriété, selon eux, aurait un coût astronomique. Au fond, ce luxe, si modeste, ne serait-il pas un peu ostentatoire ? Je vous laisse juge. Et je rassure les fans de Gwyneth Paltrow. Scrutée sous toutes les coutures, elle a gagné le procès du ski crash. Mais en réalité, il n'y a pas que l'actrice et son dress code qui sont observés, analysés, et aussi compilés et régurgités sous forme de données exploitables. Là, je me réfère à l'expertise incontournable de Jean-Pierre Blais. Jean-Pierre Blais est historien, maître de conférences dans une université parisienne, et c'est le grand spécialiste du sport, de la mode et des cultures corporelles. Il a écrit un article pour la Harvard Business Review dans lequel il explique que la patrimonialisation est un élément fondateur du luxe discret. La patrimonialisation, c'est ce processus qui consiste à fabriquer du patrimoine. C'est un phénomène qui s'est développé en France au XIXe siècle, au départ uniquement pour la sauvegarde des monuments historiques. Et c'est seulement à partir du XXe siècle qu'on a commencé à envisager le patrimoine de façon immatérielle. Pour une marque de prestige, le patrimoine immatériel, c'est son histoire, sa culture, son mythe fondateur. Tout cela, il faut le conserver. C'est précieux à un point que vous n'imaginez même pas. Selon Jean-Pierre Blais, la lecture du marché du Quiet Luxury se trouve dans le big data, alimenté chaque jour par les actes d'achat. L'acte d'achat est une archive instantanée, générée par les cartes de crédit enregistrées dans les fichiers clients.
Il permet aux data analystes et aux data scientists de séparer les produits en vogue de ceux qui incarnent véritablement l'identité pérenne de la marque. Et ce sont ces produits-là qui constituent la colonne vertébrale d'une maison de luxe tranquille. En croisant les données statistiques, le data analyst et le data scientist sont en mesure de dégager une valeur exploitable, et celle-ci permet de bâtir des stratégies marketing qui répondent pile poil aux aspirations d'une clientèle en quête de sens, de qualité et d'authenticité. C'est QFD. Dernière anecdote pour clore cet épisode. Aviez-vous remarqué que le roi de la data, Mark Zuckerberg, porte invariablement un t-shirt gris? Message subliminal. Je suis cet étudiant rebelle qui a abandonné la fac au bout de 2 ans et voyez ce que je suis devenu. La marque des t-shirts gris du Big Boss de Meta, je vous le donne en 1000. C'est Brunello Cucinelli. Bisous. Vous venez d'écouter un épisode de l'horloge à l'heure du luxe. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique qui donne le ton du moment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler et à le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un 5 étoiles, oui, pour être à l'heure du luxe. Donnez-moi de vos nouvelles sur le compte Instagram l'horloge podcast. À bientôt!